Moi, je suis Christopher Siminelli, je suis CEO et cofondateur de Orso Media. Parce qu'en fait, on est les meilleurs pour trouver nos propres use cases. À chaque fois qu'un épisode est retranscrit en texte, il y a une analyse sémantique qui est faite. Les devs, c'était les rois du pétrole, c'était les rois du monde. On vous salue. Ils en ont pas mal profité. Bonjour à tous et bienvenue dans The Room, le talk show où on montre aux dirigeants comment repenser leur business à l'ère de l'IA. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christopher Siminelli. Hello. Salut Chloé. Hello Chris, bon, comment ça va? Bah écoute, super, merci de ton invitation, merci de me recevoir. Je suis hyper contente que tu nous racontes. En fait, c'est trop intéressant parce que tu vas nous raconter comment est-ce que tu as mis en place l'intelligence artificielle chez Orso Media. Donc peut-être dans un univers où on s'y attend un peu moins. Les médias, c'est quand même beaucoup de l'humain, le podcast, etc. Donc tu vas nous raconter tout ça. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je suis Christopher Siminelli, je suis CEO et cofondateur de Orso Media, qui est un groupe média qui a une activité hybride. C'est qu'on accompagne aujourd'hui une vingtaine de créateurs de contenu et de podcasteurs spécialisés en business et finances perso dans la monétisation de leur contenu. On les accompagne dans leur relation avec les grandes plateformes et puis sur leur stratégie éditoriale. On édite nos propres supports, La Martingale, Passion Patrimoine, Vivement la reprise et d'autres. Il y a beaucoup d'IA dedans et autour. C'est un projet que je porte personnellement. C'est moi et Lovable. La super team. J'ai créé un outil qui s'appelle l'assistant La Martingale. On peut se loguer dessus, il est fonctionnel. Donc, c'est vraiment un outil destiné à tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas forcément éditeurs de La Martingale. Chaque semaine, surveiller le flux RSS de La Martingale, aspirer l'épisode, en faire une retranscription texte. Cette retranscription texte va venir populer un corpus de données, et qu'on va pouvoir interroger via un assistant. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on est quand même sur une activité un peu touchy, parce qu'on ne doit pas faire de conseils en investissement. D'ailleurs, on ne le fera jamais. Si vous recevez des DM de gens de La Martingale qui vous donnent des conseils en investissement, ce n'est pas nous, attention. C'est un secteur régulé par l'AMF, on fait très attention à ça. Proposer du contenu, des réponses aux questions qui proviennent des épisodes. Je ne sais pas, tu peux lui dire à l'assistant, j'ai 1000 € à investir et je veux avoir le meilleur rapport rendement liquidité, c'est-à-dire que je veux avoir accès à ces 1000 € tout le temps, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, selon telle personne dans l'épisode 312, il convient plutôt de les mettre sur des ETF ou des machins. Je ne vais pas continuer parce que je ne vais pas faire de conseils. Voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez écouter l'épisode, tac. Donc, il y a des nouvelles écoutes sur ces vieux épisodes parce qu'à chaque fois, on met un lien vers l'épisode, etc. On a l'impression de rendre un vrai service. Nous, on y trouve aussi notre compte parce que ça génère des écoutes. Ça peut ouvrir la voie demain à de nouvelles formes de monétisation pour le podcast, en dehors du sponsoring classique, peut-être avec de l'affiliation. C'est hyper intéressant parce que du coup, même le cœur du business du podcast, tu vas aller chercher toi-même des informations grâce à cette matière. C'est trop intéressant. Le point de départ, ça a été plutôt du coup une proposition de valeur. En parallèle de ça, tu avais déjà une envie de faire monter tes équipes en compétences sur l'intelligence artificielle, ou c'était vraiment deux choses séparées? Quel a été le point de départ? Moi, j'ai été journaliste pendant quelques années et j'ai beaucoup travaillé dans les médias traditionnels. Donc, j'ai conscience de la valeur ajoutée humaine. Tu sais que ça faisait pas sens. Déjà, c'était facile et si tout le monde peut le faire. Donc, de reformuler, de repackager, de réduire un article, mais jamais de créer quelque chose from scratch. Sur une toute première version du site d'Orso, j'avais créé une automatisation, notamment avec Zapier et l'API qui permettait de générer un article sur mon site à partir du descriptif de l'épisode, qui est disponible sur toutes les plateformes. Pour éviter d'avoir du duplicate content, c'est juste de la reformulation. En tout cas, les IA génératives, pour tout ce qui est génération de texte, c'est des super stagiaires. Le point de départ, ça a été des idées de nouvelles valeurs que tu pouvais apporter à tes auditeurs grâce à l'intelligence artificielle, donc ce premier outil dont tu nous as parlé. Ensuite, les autres étapes, ça a été quoi? J'ai créé via Lovable un jeu qui s'appelle Money Master, intégré à la plateforme, qui permet de fidéliser. À chaque fois qu'un épisode est retranscrit en texte, il y a une analyse sémantique qui est faite et en étape 2 ou 3, il y a des questions qui sont générées, des questions en lien avec l'épisode. Ces questions, elles se retrouvent dans un quiz accessible à tous les utilisateurs de la plateforme qui leur permet de gagner des points, de répondre à des sujets de finances perso, encore de faire référence à des épisodes, de mettre des liens vers des épisodes. C'est vraiment automatisé et à chaque nouvel épisode, ça vient populer le corpus de données, ça crée une analyse sémantique, ça crée des questions pour le quiz, etc. Alors, on l'a lancé en bêta au démarrage. Ça fait 1 an que c'est en bêta. Ça crée de l'engagement. Mais j'ai des stats dans mon dashboard sur le nombre de questions posées, le nombre de réponses, etc. Et ce
qui me satisfait d'apporter un service et d'aider les audiences. Et c'est vraiment notre objectif, notre démarche avec tous nos podcasts, aligné avec notre promesse. Une fois que j'ai mis le doigt dans Lovable, le chemin entre l'idée et sa réalisation devient extrêmement court. Bah ouais. Et on va pas se mentir, pendant des années, les devs, c'était les rois du pétrole, c'était les rois du monde. Et On vous salue. ils en ont pas mal profité, que ce soit en termes de salaire ou de pouvoir. Et je les respecte infiniment. Bien sûr. Moi, je me suis toujours très bien entendu avec toutes les équipes techniques dans les grosses boîtes avec lesquelles j'ai bossé. Mais c'est vrai que poser une question à Lovable et qu'ils te répondent « oui, c'est possible » tout de suite. Plutôt que le dev, peut-être Ouais. dans 2 mois. Alors oui, c'est pas dans la roadmap. Bien sûr, c'est une négociation. C'est une négociation. Et puis, au-delà de la négociation, c'est une boîte noire pour des gens qui n'ont pas des profils techniques. Ouais. C'est une boîte noire où tu as l'impression de travailler sur un produit et de ne pas avoir du tout de visibilité sur ce qui est fait. Cette prise de pouvoir grâce à l'IA, c'est impressionnant. Tous les dirigeants qui ont commencé à mettre les mains dedans, tous les créatifs qui commencent à build avec de l'IA, en fait, il y a un syndrome hyper addictif parce que les idées, elles peuvent juste prendre vie hyper facilement. C'est un truc de dingue. Et donc ça, c'était un premier, je dirais, c'était assez expérimental. Ouais. Cette bêta de la martingale, ça m'a permis de me faire la main avec Lovable, comprendre comment ça fonctionnait, etc. Et mon projet d'après, il est beaucoup plus structurant, vraiment. Il faut savoir que chez Orso Media, c'est l'intermédiaire entre des sponsors que vous entendez dans tous ces podcasts et les créateurs de contenu. Donc nous, on encaisse le chiffre d'affaires et on reverse une part conséquente, évidemment, aux créateurs de contenu. Et ça génère énormément de flux financiers, entrants, sortants, etc. Pour gérer ça, j'avais déjà mis en place des automatisations avant l'ère des... Moi, j'étais un gros utilisateur de Zapier, où j'essayais déjà d'automatiser un maximum de choses pour me faire gagner ces 2, 3, 4 minutes par jour qui peuvent vraiment faire la différence au bout du compte. Et comme je suis un gros geek, je trouve que ça m'amusait aussi de pouvoir faire fonctionner ces trucs-là. Mais donc tout ce process de facturation externe et ensuite avec mes créateurs de contenu, c'était une automatisation Zapier qui comportait 25 ou 26 étapes. Donc, extrêmement complexe. Qui allait taper dans mon outil de facturation Pennylane. Ça mettait tout dans une base Notion avec beaucoup de règles. If c'est tel ID, tu me mets tel podcast. If c'est tel podcast, ça veut dire que c'est telle personne. If telle personne, ça veut dire que c'est tel mail. Et donc, beaucoup de personnalisation à apporter à cette automatisation. Et le problème avec toutes ces automatisations, c'est aussi que si un jour, tu as un problème de connexion avec l'API, et donc tu as autant de points de fragilité que d'étapes dans ton Zap, donc c'était pas très stable. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, Lovable. Donc j'ai commencé à faire deux, trois bricoles, déjà voir s'il arrivait à communiquer avec Pennylane. Ok, il communique bien avec Pennylane. Est-ce que tu peux me parser tous mes devis? Okay. Et puis là, il n'y a plus de règles à mettre en place. C'est juste... de l'IA détecte dans le champ produit quel est le podcast concerné par cette opération. Oui, donc ça réduit... Et tu me le ranges dans le bon podcast. Et ça, les IA le font très bien. Beaucoup plus qu'une règle rigide dans Zapier. In fine, quelques dizaines d'heures de vibe coding devant Lovable. C'est une plateforme dans laquelle on retrouve l'intégralité des deals qu'on signe avec les sponsors. Tous les deals sont rangés par podcast. Chaque podcast a un accès login mot de passe de son côté. Donc lui, il a une vue filtrée de tous ces deals qui rentrent dans les bonnes dates aussi. Grâce à l'IA, il va analyser est-ce qu'il y a une période évoquée dans le devis et donc, tu vois, directement dans mon planning, dans la plateforme. Et là, ça me permet aussi d'avoir une vue planning hyper riche. Donc chaque podcasteur, quand il se connecte, il voit le chiffre d'affaires de l'année en cours, ce qui va bientôt être encaissé par Orso Media, le planning, tous leurs deals, leur top clients. C'est bien aussi d'avoir cette vision, tu vois, qui sont mes sponsors les plus importants. Moi, de mon côté, je peux leur envoyer via la plateforme des appels à facturation. Donc, en un clic, salut Chloé, nous venons de revoir le règlement de Eleven Labs, donc, avec qui tu travailles bien. Tu peux nous facturer la somme en calcul automatiquement. Tu cliques, tu arrives directement sur le deal où tu peux déposer ta facture dans l'outil. Moi, je suis averti. Il y a un outil d'OCR, reconnaissance de caractère, qui check que le montant de ta facture correspond bien au montant que
que tu es censé nous facturer. Et moi, j'ai plugué Conto sur la plateforme en un bouton, avec une boîte de confirmation quand même, parce que c'est touchy, je te règle. Le temps gagné, c'est incroyable. Ça se faisait comment avant? Dès que je recevais le Donc paiement, tout était en fait je séparé. devais retrouver dans ma grosse base de données Notion à quel deal ça correspondait, changer moi-même le statut, générer un mail pour demander au podcasteur de m'envoyer sa facture avec le bon montant, etc. Donc il y avait quand même des opérations manuelles. Je recevais la facture du créateur par mail. De mon mail, je devais la mettre dans Conto. Hyper lent, Après, je devais aller dans Conto, retrouver la facture, payer. C'est toi qui le faisais, ça? Ouais. Parce qu'en fait, on est les meilleurs pour trouver nos propres use cases. L'intérêt est... Donc déjà, il y a un gain de temps en termes de gestion qui est phénoménal. Une réduction drastique du nombre d'erreurs. À se connecter, ils voient tous les deals signés. Eux, ils savent le chiffre d'affaires qu'ils vont faire avec nous sur l'année 2026. Ça va leur permettre d'investir aussi, de projeter des dépenses et des charges pour améliorer leur propre podcast, leur propre chaîne YouTube et réinvestir, etc. Est-ce que tu aurais investi 5 000 euros dans ce type de projet il y a 2 ans? Non, parce que on a Orso Média à 5 ans, donc ça a une petite boîte, 80, 100 000 euros, je préfère les mettre dans recruter quelqu'un. Ça te permet d'économiser du temps, de l'argent sur des projets que de toute façon tu aurais dû mener à bien. Tu peux pas faire l'économie d'un site internet, voilà. Et j'avais un déj avec un de nos clients qui vit, lui, dans le 15e, il était en télétravail aussi, il était en télétravail, on se dit, on se rejoint au milieu. Attends, moi je suis dans le 17e, toi dans le 15e. Donc dans l'ancien monde, tu vas sur Google Maps, tu regardes son adresse, tiens, on peut se retrouver là, moi je suis en scoot, lui il est en non, t'as vélo, 3 minutes de moins. machin. Et donc je fais, mais attends, je vais le vibe coder. En 40 minutes, j'ai créé un truc qui s'appelle On se retrouve où, je crois. Je crois que tu me l'as partagé. Montré, je crois. Et donc, tu mets l'adresse de la personne A, l'adresse de la personne B, et ça te montre sur la carte de Paris le point de rencontre, vraiment optimal. Que tu sois en transport, en vélo, ou à pied. Etc. Et ça te donne des restos autour du lieu de rencontre. C'est jouissif aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu as un user qui te fait une demande qui est légitime, cohérente et qui peut servir à tous. Tu la mets en place. Lui, il voit que sa demande a été prise en compte et donc que sa parole est écoutée, sa voix est entendue. Donc, on leur apporte aussi de la considération. L'un n'empêche pas l'autre. Tu vois, je ne suis pas non plus ultra fermé. Tous ces outils sont très vivants. C'est ça qui est intéressant aussi. Dans l'ancien monde, un produit n'évolue pas. Un produit était livré, c'est l'OA. Et maintenant, on n'y touche plus. Et ça reste pendant 15 ans. Et dès que tu veux changer un truc, il faut appeler l'agence de dev. Puis la documentation... Dans la plupart des boîtes, elle n'est pas faite, ou bien quand elle est faite, elle est incomplète. Là, ce qui est intéressant, c'est que... tu peux itérer en permanence, Fais-moi la documentation de ce produit. Demain, tu files ça à un dev pour vraiment peut-être passer à l'échelle ou transformer l'appli en autre chose. Il a toutes les clés en main. C'est intéressant que tout le monde participe à la co-création de tes produits, ou en tout cas à l'itération et l'évolution de tes produits. C'est une bonne question. Il y a quelques semaines, l'une de nos productrices de podcast, en fait, il y a beaucoup d'étapes dans un podcast. Ça démarre par booker son invité, trouver le créneau, enregistrer, préparer la version audio, la version longue vidéo, le descriptif du podcast, quel titre je vais mettre, quels extraits de cet épisode je vais choisir, etc. Il y a énormément d'étapes, énormément de micro-décisions. Est-ce qu'il n'y a pas un outil qui permet de tout centraliser, tout au même endroit? Parce qu'aujourd'hui, on utilise Notion, on utilise AudioMeets pour l'hébergement, on utilise Google Agenda, évidemment, pour booker, etc. Il y a plein d'outils différents qu'on fait dialoguer ensemble. Plusieurs personnes qui interviennent à différents échelons. Donc, à analyser le workflow actuel, ça demande... Elle n'est pas du tout la même que toi. Reproduire la complexité existante. Aujourd'hui, on a un workflow complexe parce qu'on n'a pas le choix. Elle me demandait de créer un outil qui allait recréer de la complexité. Il faut renverser la table. Et ben, tout ce qu'il y a au milieu, on va le réinventer. Oublie notre méthode, oublie ta manière de faire, etc. Oublie toutes les micro-adaptations. Là, les utilisateurs finaux, c'est ce qu'ils ont le plus de mal à faire. À l'ère de l'IA, on demande de repenser la façon dont on travaille. C'est la majorité. On a tous plutôt une aversion au changement. Pour éteindre ton ordinateur, il fallait appuyer sur le bouton démarrer. Et ça a duré des années. L'humain s'adapte et est composé avec les imperfections. C'est très difficile de faire changer les workflows dans les entreprises. Et vous avez réussi à optimiser justement ce workflow? Parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse, que le workflow justement du podcast. Moi, j'ai démarré mon podcast en même temps que j'étais en train d'automatiser tous mes process dans ma boîte. Enfin, c'est même le sujet de mon business, d'automatiser les workflows de nos clients. C'était très important de le faire à la mano au début et que de ne pas automatiser trop tôt.
Et après, c'est une question de choix. Mais est-ce que j'ai vraiment intérêt à mettre de l'énergie là-dedans? Bourgeois, je crois, je le salue, un outil qui s'appelle Scribcast, S-C-R-Y-B-E Cast, pas mal, et donc qui permettait d'uploader un épisode, et à partir de cet upload, il y avait une retranscription texte, et on pouvait générer des titres, des posts sur LinkedIn, etc., etc. En fait, cet outil, il ne correspondait pas totalement à notre façon de fonctionner. On revient à Tu ce vois. sujet de la customisation. On utilisait Notion pour la base de données des épisodes et des invités, ce Canva pour générer des visuels, des covers d'épisodes. Donc, j'ai créé un nouvel outil qui est censé les remplacer tous, qui s'appelle Orso Media Factory. Tous nos épisodes, tous les enregistrements sont sur un Google Drive. J'ai dans Scriptcast, il fallait que je les télécharge en local. C'est une perte de temps. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant parce que toi, tu as fait cette évolution-là. Et moi, tu m'as partagé ce Orso Factory. Et moi, à l'inverse, j'utilise plus Orso Factory. Par contre, je me suis servi de la liste des questions pour l'intégrer dans mon flux. Donc, en fait, je l'ai fait une fois. J'ai répondu une fois, j'ai rentré les prompts. Et maintenant, j'ai créé mon agent. C'est une vraie aide aussi pour le podcasteur, pour l'animateur, pour s'améliorer. On a démarré avec l'upload et l'analyse et la retranscription, d'avoir beaucoup de contexte, et du contexte très spécifique. Avec la ligne éditoriale de chaque podcast, un contenu qui soit un résultat qui soit le plus pertinent possible. Tes autres équipes, tu les encourages à aussi créer des plateformes. Je ne sais pas s'il faut faire une généralité. Moi, je pousse évidemment toutes mes équipes à utiliser l'IA, alors à l'utiliser comme des super assistants. Moi, je leur montre à chaque fois tout ce que je fais. Ça leur permet de se projeter. Tu entraînes par la démonstration. Ouais, j'entraîne par la démo. Après, je suis hyper excité à l'idée de faire des outils pour vous aider, etc. Donc, prenez du temps, mettez-vous dans votre agenda 1 heure. Ça vous permet de voir par vous-même des choses et de voir comment ça peut être appliqué à votre propre business, quoi. Et n'ayez pas peur de la complexité. Il y a 8 mois, je ne savais même pas intégrer une API. Et aujourd'hui, entre ces outils de vibe coding et de l'IA générative type Claude ou ChatGPT Codex, vous pouvez même vous servir de ces IA pour vous assister dans l'usage du vibe coding. Enfin, la connaissance est vraiment disponible. Donc, c'est qu'une question d'envie. Tout est accessible. Super. Merci beaucoup, Christopher. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de The Room. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les nouveaux formats qui vont sortir. On a des formats sur les news, les actualités IA, sur des événements comme Vivatech, Raise. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt.